Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Coralie, qui a 27 ans et semble toujours tomber sur le même type d'homme quand elle cherche à se mettre en relation. Elle se demande comment sortir de ce schéma qui ne lui apporte rien. Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 27 ans. En fait, je retombe toujours sur les mêmes hommes, c'est-à-dire toujours le même type d'hommes, des hommes vivant chez leurs parents, des hommes qui ne sont pas autonomes financièrement, qui soient étudiants, au chômage ou avec un boulot mais plus ou moins difficile. Des joueurs aussi de jeux vidéo, des hommes pas matures dans leur tête, des hommes adolescents et du coup, j'ai toujours à plus ou moins enchaîner ces relations-là. Et à chaque fois, ça dure 1 an, 2 ans grand max. Mais à chaque fois, c'est moi qui pars parce que du coup, l'homme ne devient pas mature. Et donc, du coup, c'est toujours le même schéma. Et j'aurais voulu savoir, en fait, comment se défaire de ces schémas. Comment ça se fait que je retombe toujours sur le même genre d'homme? Est-ce que je les attire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Donc, j'aurais besoin d'aide par rapport à tout ça. Merci de m'avoir écoutée. Chère Coralie, permettez-moi une métaphore peut-être douteuse, mais si vous avez très envie de sushi et que vous vous rendez dans un restaurant de pizza, vous ne pouvez pas en vouloir au serveur, au cuisinier ou aux pizzas de ne pas correspondre à vos attentes. De même que, là où vous vous trouvez, il n'y a peut-être pas de restaurant de sushi, ou alors un seul, et il est toujours complet, et il faut réserver 3 mois à l'avance et c'est chiant. Je ne crois pas que vous ayez un problème ou une malédiction qui vous pousse à vous mettre en couple avec des hommes dont la situation ou la maturité ne sont pas satisfaisantes pour vous. Je crois juste que vous devriez très sérieusement établir une liste de vos priorités dans la vie, de vos besoins, de vos rêves, et d'essayer de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner dans le chemin pour rendre cette liste réelle. Il n'est pas question d'opposer de manière générale le profil des hommes dont vous ne voulez plus dans la vie avec celui qui vous conviendrait le mieux. D'autres femmes seraient ravies de se faire une pizza. Et un chômeur ou un mec qui joue aux jeux vidéo 6 heures par jour ne valent pas techniquement moins qu'un type en CDI qui exècre toute forme de divertissement. En fait, encore une fois, il est juste question de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez pour vous donner les moyens de cette vie. Je ne vous cache pas qu'il y a probablement beaucoup d'hommes qui ne correspondent pas à vos attentes sur les applications de rencontres. Mais voyez la liste que vous aurez faite comme un tri naturel de vos matchs potentiels. Personnellement, je ne suis pas sûre de supporter être en couple avec quelqu'un qui regarde régulièrement du sport à la télévision. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais juste une appréciation de compatibilité. Je ne vais vraisemblablement pas choisir de sortir avec un type qui arbore un maillot de foot sur sa photo de profil Tinder. Et si le type en question ne porte pas un maillot de foot, mais une tenue plus neutre, puisque cette histoire de sport compte pour moi, même si elle peut sembler anecdotique à d'autres, je vais m'enquérir de la question dès les premiers moments de l'échange. Je crois qu'on sous-estime l'importance de définir une recherche claire. Je veux dire plus claire que de savoir juste si on recherche un plan cul ou une relation sérieuse. Il n'y a pas de honte à avoir des envies et des besoins bien définis. Vous adorez les animaux et rêvez d'en adopter un ou plusieurs? Pourquoi perdre du temps avec quelqu'un qui les déteste et qui refuse d'en avoir un chez lui? Vous savez que vous ne voulez pas quitter la ville où vous habitez déjà? Pourquoi passer 18 mois avec un type qui a annoncé d'avance que son rêve était d'aller s'installer à la montagne? C'est aussi simple que ça. Ce sont vos valeurs, vos rêves, votre avenir que vous voulez partager avec quelqu'un. La logique voudrait que dès le départ de la relation, vous soyez en phase sur ces questions essentielles. Et s'il vous semble que le profil de l'homme que vous recherchez se fait rare sur l'application que vous utilisez, alors je vous conseille de changer d'application. Il en existe des dizaines aujourd'hui et elles ont toutes leurs particularités. Encore une fois, mettez le maximum de chances de votre côté. Si vous ne savez pas exprimer vos besoins et vos désirs, vous ne pouvez pas en vouloir au hasard de sans arrêt vous sortir le mauvais numéro. Annoncez ce numéro et cherchez-le vous-même. Vous aurez plus de chances, ainsi, de trouver votre bonheur. Pour parler de profil de célibataire et de reproduction de schémas, j'ai contacté Louisa Amara, spécialiste du célibat
et créatrice du podcast Single Jungle. Quand on dit qu'on enchaîne les relations ou rendez-vous avec des gens qui n'ont pas le profil qu'on recherche, qu'est-ce qui est à mettre en cause ? Les applications ? La façon dont on a formulé sa recherche ? Si on enchaîne les mauvaises rencontres, moi j'appelle ça comme ça, donc des rencontres qui vont être décevantes, c'est qu'on a une attente particulière. Cette attente, est-ce qu'elle a été formulée auprès de la personne ou est-ce qu'on n'a pas été clair? Donc moi, ma recommandation, si c'est pas déjà ce que fait Coralie et d'autres femmes ou d'autres hommes, posez la question avant. Vous devez faire un tri sur les applications de rencontre. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps, de l'énergie et d'être éventuellement déçu en ne posant pas la question avant. Elle est simple. Qu'est-ce que tu recherches sur ces applications de rencontre? Et là, le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui vont mentir, qui vont vous dire oh, je sais pas trop, alors qu'en fait, ils savent très bien. Ou alors vraiment, ils savent pas trop. Et en fait, en creusant un peu, en posant d'autres questions, par exemple, tu es célibataire depuis quand? Est-ce que tu as eu une relation durable dans ta vie? Voilà, essayez de creuser un peu parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit: «Je n'ai jamais eu de relation de plus de 3 mois et c'est quelque chose qui me convient», bah, au moins vous aurez, un certain nombre d'informations là, donc ce sera à vous de décider si ça vous convient ou pas. Deuxième point, pourquoi vous acceptez tout et n'importe quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet là-dessus? Donc oui, la première chose, si on enchaîne ces mauvaises rencontres, c'est que peut-être on n'a pas bien formulé ce qu'on souhaite, ce qu'on recherche. On a peut-être accepté des profils qui nous convenaient pas. Donc là, il faut s'interroger. Et les applications en elles-mêmes, est-ce qu'on peut les accuser? Alors, elles apportent beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi effectivement un comportement négatif, parfois agressif, insultant, violent, qui peut être poussé sur les applications parce qu'il y a ce côté, bah, ce sont finalement que des algorithmes, que des chiffres, pas vraiment des personnes, ce sont que des photos. Est-ce que j'ai vraiment des personnes en face de moi? Oui, c'est pas parce que vous les avez pas physiquement avec vous qu'elles ne sont pas réelles et donc comportez-vous sur, ces applications comme vous souhaiteriez qu'on vous traite en fait. Un peu de respect et si la personne n'est pas respectueuse dès le départ, hop, ça aussi, ça vire. C'est une bonne occasion de faire le tri. Mais cet échec, qu'est-ce qu'il dit de nous aussi ? Je veux dire, est-ce que nous ne sommes pas habitués depuis longtemps à accepter un peu n'importe quoi ? Alors là, c'est la grande question du patriarcat. Effectivement, on nous pousse depuis l'enfance, que ce soit par, les livres, les films, les contes de fées, tout ce qu'on nous raconte depuis tout petit et ça continue toute notre vie durant, par le biais de la famille, des amis, cette fameuse pression sociale qui va s'exercer au quotidien. On nous pousse à être en couple. Le célibat n'est pas valorisé et donc si on n'est pas en couple, c'est un problème. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on ne remplit pas toutes les cases? Est-ce qu'on est trop mince, trop gros, trop grand, trop petit? Il y a toujours un truc qui va pas qui expliquerait peut-être la raison de ce célibat. Donc là, déjà, il y a un problème. Pourquoi on emmerde autant les gens? En particulier les femmes. Bah, là, on est sur le problème de l'horloge biologique qui est une, création culturelle, hein. Il n'y a pas de vraie, horloge biologique qui tourne et hop, ça y est, vous êtes, en date de péremption et vous ne pouvez plus faire d'enfants et donc votre vie est terminée. Non, déjà, il faut se poser la question de savoir si on en veut ou pas. Donc tout ce sujet-là qui est très vaste, c'est pourquoi on nous pousse absolument à accepter tout et n'importe quoi, tout plutôt que d'être seul, seul avec un E. Parce qu'encore une fois, un homme n'aura pas cette pression exercée sur lui s'il reste célibataire quelques mois ou quelques années. C'est vraiment les femmes qui vont subir ça. Donc il faut déconstruire, il faut se poser les bonnes questions, lire énormément, écouter les podcasts qui parlent de ces sujets, des podcasts féministes par exemple, qui vont essayer de déconstruire et de dire mais pourquoi j'accepte ces rendez-vous-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que finalement je suis pas mieux seule en attendant de trouver la bonne personne et c'est quoi la bonne personne? Est-ce qu'il y en a qu'une? Non, pas forcément, il y a sans doute plusieurs personnes qui vont, croiser notre chemin et avec lesquelles on va partager de bonnes relations ou alors non, peut-être qu'on va rester seul et c'est OK aussi. Comment composer au mieux son texte de recherche de célibataire sur une application ? Et quels signaux faut-il envoyer ? Le texte qu'on peut mettre sur les applications de rencontre, c'est un vrai sujet. Il faut qu'il parle de vous, de votre recherche, que vous soyez extrêmement clair. Vous pouvez bien sûr, tourner les choses avec humour. Pour autant, il faudra juste se rappeler d'une chose, il y a énormément de gens qui ne lisent pas le profil. Ils ne regardent que les photos et ensuite et encore, ils vont pas regarder toutes les photos. Il y a de grandes chances pour qu'ils regardent que la première et qu'ils matchent, enfin qu'ils likent pour pouvoir avoir un match. L'objectif étant, voilà, de faire un deuxième tri. C'est vraiment la technique utilisée par énormément d'hommes, certaines femmes l'utilisent aussi, c'est de se dire: «Il y a beaucoup de gens sur les applications de rencontres, je veux avoir un maximum de matchs dans une journée», ce qui en soi est déjà un problème, hein. Les gens qui en arrivent là, bon.
et donc ils vont liker tous les profils. Ils vont même pas regarder ce que vous avez écrit. Pour autant, il y a quand même des gens qui prennent le temps de lire, donc il faut que ça vous décrive et que ça décrive aussi votre souhait. Donc pourquoi ne pas indiquer très clairement que vous êtes là pour, une recherche, de relations sérieuses, de relations durables, rencontrer la bonne personne, avoir envie de construire. C'est pas des mots qui font peur ou alors ça fait peur aux personnes qui vous intéressent pas. Et petite astuce, pourquoi pas ne mettre un texte à la place d'une photo? Comme ça, comme pour certains, ils regardent pas la bio, ils regardent pas le profil en entier, mais ils regardent les photos, bah, vous mettez le texte dans la photo, comme ça, vous êtes sûr que ce sera lu. Ce sera vu, en tout cas. Une question plus rhétorique. Est-ce que des chômeurs, des mecs avec d'énormes défauts, ou des mecs qui habitent chez leurs parents, ce n'est pas la majorité de ceux qu'il reste sur le marché de la drague passé 30 ans? Donc c'est une vraie question qui me fait penser à ce que dit ma maman: «Quand on arrive trop tard au marché, il reste plus que les fruits pourris». Alors, encore une fois, c'est à prendre avec, second degré, c'est de l'humour. Oui, après 30 ans ou dans cette phase très spécifique entre, allez 28 et 35 ans, on constate que beaucoup de jeunes, sont déjà en couple, beaucoup d'hommes sont pris et si on est dans une grande ville, on peut avoir, cette difficulté à rencontrer, tout simplement parce que tout le monde est pris dans nos amis, dans le cercle professionnel, tout le monde est casé. C'est pourquoi on va sur les applications de rencontres, parce que, on arrive un petit peu en dernier et il nous reste qui? Il nous reste des gens qui, peut-être, ne sont pas en couple parce qu'ils ne veulent pas l'être, qui ont peut-être un, problème quelque part, un problème, qui n'est pas réglé, un problème psy, un problème, professionnel ou parfois tout enfin ça peut être des addictions, ça peut être énormément de choses. Donc, se dire aussi qu'on n'est pas responsable de la démographie française et du fait qu'il y a un vrai différentiel entre le nombre d'hommes disponibles sur le marché et le nombre de femmes. À Paris, on a un vrai problème là-dessus. Il y a 50 de femmes célibataires entre 25 et 60 ans, alors qu'il n'y a que 30 et encore là, je vous mets pas les hétéros et cetera, mais c'est très compliqué. En tout cas, on a un vrai problème fonctionnel. Je vous renvoie vers un article, de Slate à ce sujet et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'il y a pas assez d'hommes? Sur certaines villes, encore une fois et que ceux qui sont là sont en couple ou ceux qui restent, c'est vraiment pas le haut du panier et on va tomber que sur des gens qui sont soit en difficulté économique, qui se cherchent encore. Alors déjà, il y a un problème de maturité. Il est très clair que, on a des statistiques, les hommes partent plus tard que les femmes de chez leurs parents. Ensuite, lorsqu'il y a une séparation d'un couple, la femme va trouver autant que possible une solution et vite dans le marché immobilier, pour retomber sur ses pattes et trouver un foyer. Là, je vous renvoie vers, le livre de Mona Chollet, Chez soi, qui explique bien à quel point, avoir un intérieur, avoir un endroit où on se sent bien, un foyer, c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui n'est pas inné du tout, c'est quelque chose qu'on nous inculque. Une femme, on ne doit pas être toutes des fées du logis, mais même si ça aussi ça nous a été inculqué, mais il faut qu'on ait un cocon, il faut qu'on ait un lieu parce que la sécurité, c'est à la maison. Il se trouve qu'on va tomber plus facilement dans cette période de vie entre donc, oui 25 et 35. On va tomber sur des gens qui soit sont encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas construit, parce qu'ils sont encore très immatures, parce qu'ils n'ont pas trouvé les solutions, parce que voilà, ils sont partis un petit peu en retard. C'est pas une course, chacun son rythme, mais alors eux vraiment prennent leur temps. Alors que nous, on a déjà construit quelque chose. On a éventuellement fait nos études, on a trouvé peut-être un travail, on a peut-être même déjà opéré une reconversion. Eux ne sont pas là-dedans, ils prennent énormément le temps, il y a une immaturité. Ce qui fait que, bah, si je prends ma propre expérience, pour avoir, rencontré un grand nombre d'hommes, hétéros célibataires, la trentaine ou même la quarantaine, j'étais très étonnée à chaque fois que je voyais l'état de leur logement. C'était soit des studios, soit des tout petits appartements, alors que pour certains, ils en avaient les moyens, mais ils ne voulaient pas, ils me le disaient, ils ne voulaient pas investir. Quel intérêt? Autant garder mon argent pour plus tard quand je serai en couple. Il n'y avait pas cette idée de: «Je veux avoir un logement où je me sens bien, un chez moi que je vais pouvoir, aimer, que je vais pouvoir, décorer, où je me sentirai vraiment bien, où je pourrais recevoir». Il n'y a pas ce sujet-là chez eux. Je fais une parenthèse, là ça concerne vraiment l'homme hétéro, vingtenaire, trentenaire et même cadra. Il y a un sujet de logement. Ils s'en foutent un peu parce qu'ils vivent beaucoup dehors, ils sortent beaucoup, hors Covid quoi et donc il y a ce côté, on s'en fout de la maison en fait, c'est juste un lieu où on dort. Il y a ce côté, c'est un dortoir. Enfin, quel conseil de lecture, film, série ou podcast auriez-vous à donner à une femme qui se pose toutes ces questions? On va commencer par les podcasts.
On va commencer par le mien, donc Single Jungle, voilà, où on essaye d'aborder un peu tous ces sujets de célibat et de comment bien le vivre, sachant que je suis très inspirée aussi par un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio et bien évidemment la référence Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon sur Binge Audio. Il y a aussi le podcast Homo Swipiens que je vous recommande parce que justement ça parle de cette façon dont les applications de rencontres ont un peu bouleversé nos vies et comment on s'y adapte, comment on les quitte éventuellement. Il y a également le podcast Nude, N-U-D-E, où vous avez plusieurs témoignages assez forts de personnes, de femmes, d'hommes qui ont un passif, j'utilise ce mot à bon escient, sur les applications de rencontres qui fait que vous allez vous sentir tout de suite à l'aise. Il y a vraiment des gens qui sont allés très très loin dans l'exploration, quitte à se faire du mal malheureusement, et parfois on a besoin de passer par là. Et c'est peut-être la recommandation, outre les podcasts et les livres que je vais citer, il faut vraiment faire un travail sur soi. Donc je pense qu'aller voir un psy ou une psy, c'est quelque chose de très important. Ça serait utile pour tout le monde. Moi, je milite pour que, maintenant que j'ai découvert ça, commencer par des livres peut-être de psychologie, de développement personnel et ensuite oser pousser la porte d'un médecin en choisissant celui qui pourra s'adapter aussi à votre budget, il y en a. Parce que c'est très important pour son chemin personnel, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour s'accepter et être heureux, tout simplement. Donc voilà, la psychologie et la psychothérapie, c'est super important. Dans les livres que je peux recommander, outre Mona Chollet dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi sur le sujet vraiment du chez soi et de comment on est influencé, nous femmes, à avoir quelque chose de parfait, de joli, et du coup on va être choqué de ne pas trouver ça en face de nous quand on va chez un homme par exemple. Donc le livre de Titiou Lecoq, Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. C'est super intéressant sur effectivement le partage des tâches ménagères, mais pas seulement. C'est vraiment tout ce que nous femmes, on nous inculque autour de la notion de travail invisible, voilà, de comment on va pouvoir vivre nos vies de femmes actives, mais en même temps avoir un logis parfait, en même temps être des mères parfaites et ainsi de suite. Donc ça évoque énormément de sujets. Ça parle même du sac à main. Pourquoi on porte un sac à main? Pourquoi on a des poches trop petites dans nos vêtements? Ceci est un complot et c'est très bien expliqué dans le livre de Titiou Lecoq. Je recommande aussi pour s'en sortir au niveau des applications de rencontres et se dire mais voilà, je veux comprendre, je veux avoir les clés. Donc le livre de Richard Memto, Sex Friends, que j'avais invité dans mon épisode 4. Le livre de Marie Bergström, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique. Alors ça, si vous aimez la sociologie, si vous aimez les statistiques, vous allez tout comprendre du comportement des gens. Et moi, ça m'a libérée. Vraiment, je me suis dit, ah bah voilà, tout s'explique, je ne suis pas folle. Et enfin, les deux derniers, L'amour sous algorithme, qui est évidemment indispensable, c'est le livre de Judy Duportail, aux éditions Goutte d'Or. Vraiment, c'est un livre passionnant. Et enfin, La rose la plus rouge s'épanouit, une bande dessinée de Liv Stromquist. Donc ça, pour comprendre le patriarcat et surtout la façon dont ça pose problème aux femmes et aux hommes, pourquoi les hommes aussi sont poussés à être aussi immatures, à être aussi volages, à accumuler des rencontres, à sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes pour se sentir rassurés, et pourquoi nous on continue à chercher l'amour et à se rendre malade pour rien, en plus vraiment. Tout ça est bien expliqué et c'est en bande dessinée, donc c'est très ludique. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le film Celeste and Jesse Forever de Lee Toland Krieger. Il y est question de sentiments, d'une rupture et du fait que le loser d'une femme sera peut-être le winner d'une autre. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.